15 octobre 1944. Les montagnes des Vosges de l'Est de la France se dressaient enveloppées dans un brouillard matinal si épais que le lieutenant James Morrison pouvait à peine voir sa propre main tendue devant lui. Son peloton, faisant partie des forces américaines qui progressaient dans le terrain densément boisé, se déplaçait prudemment depuis 3 jours à travers ce que les habitants appelaient le paysage le plus impitoyable de toute la France. Morrison croyait qu'il se rapprochait d'une position légèrement défendue, il se trompait. Avant de plonger dans cette histoire, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Cela aide vraiment à soutenir la chaîne. Ce que Morrison et ses hommes étaient sur le point de découvrir remettrait en question tout ce qu'ils comprenaient sur la guerre psychologique. Et l'ingéniosité d'un soldat transformerait une situation désespérée en l'une des victoires tactiques les plus remarquables de la campagne européenne. Le peloton était composé de 42 hommes épuisés par des semaines d'avancée, continue à travers des territoires occupés depuis 4 ans. Parmi eux se trouvait le soldat de première classe, Thomas Bay, un homme navajo des vastes terres désertiques de l'Arizona qui avait grandi en parlant le diné comme première langue. À 23 ans, Bay était en Europe depuis 6 mois, servant comme opérateur radio et éclaireur occasionnel. Son commandant, le lieutenant Morrison, était un ancien professeur de 31 ans de Pennsylvanie qui avait appris à faire confiance aux instincts de BA concernant le terrain et les mouvements. Le brouillard a commencé à se dissiper vers 8 heures du matin, révélant ce que Morrison redoutait le plus. Il ne s'approchait pas d'une position légèrement défendue. Au lieu de cela, dispersés sur la pente boisée devant eux, retranchés dans des positions qui avaient été préparées avec un soin méticuleux, se trouvaient des éléments d'une ligne défensive allemande qui semblait contenir au moins 50 soldats, peut-être plus. Les Américains étaient en infériorité numérique, surpassés en armement et complètement exposés sur la pente en dessous. Le sergent William Chen, un sino-américain de San Francisco, qui s'était frayé un chemin depuis l'Afrique du Nord, en passant par la Sicile jusqu'en France, s'accroupit à côté de Morrison alors qu'ils évaluaient la situation. Chen avait vu assez de combats pour savoir quand une position était intenable. Sa voix était à peine un murmure alors qu'il parlait. « Lieutenant, nous devons nous replier », dit Chen, ses yeux balayant la lisière des arbres où les éclairs des bouches à feu apparaîtraient bientôt. « Nous sommes dans une galerie de tir ici. » Morrison savait que Chen avait raison, mais se replier sur la pente ouverte serait un suicide. Les positions allemandes commandaient à tel terrain élevé avec des champs de tir dégagés. Tout mouvement déclencherait une réponse immédiate. Ils étaient piégés, et les Allemands le savaient. Le soldat de première classe, Robert Kowalski, fils d'un ouvrier d'usine de Détroit qui s'était enrôlé dans l'armée le jour de ses 18 ans, était allongé à plat contre la terre froide à côté de ses camarades. Il avait écrit des lettres à la maison sur la façon dont la guerre serait terminée avant Noël. Maintenant, en observant les positions allemandes à travers le brouillard qui se dissipait, il se demandait s'il enverrait jamais ces lettres. Ses doigts tremblaient alors qu'il vérifiait son fusil, un geste qu'il avait effectué des milliers de fois, mais qui semblait maintenant tout à fait inadéquat. Depuis les positions allemandes, Feldwebel surveilla le peloton américain à travers ses jumelles. À 38 ans, Weber avait combattu en Pologne, en France lors de la campagne antérieure, et avait passé 2 hivers brutaux sur le front de l'Est avant d'être réaffecté à l'Ouest. Il commandait environ 52 hommes, y compris des vétérans qui avaient survécu à des campagnes qui avaient de briser des soldats moins expérimentés. Il tenait une position que la doctrine militaire appellerait presque imprenable. Les Américains en dessous étaient complètement à leur merci. Weber se tourna vers le Gefreiter Hans Becker, un jeune homme de 19 ans de Bavière, qui avait été enrôlé seulement 7 mois plus tôt, mais avait appris rapidement comment survivre. Les mains de Becker étaient fermes sur son arme, mais ses yeux montraient la fatigue qui venait de savoir que même dans la victoire, il y aurait des pertes. « Ils n'ont nulle part où aller », dit Weber à Becker en allemand, sa voix portant la certitude plate de l'expérience. « Nous attendons qu'ils fassent le premier mouvement, puis nous finissons cela rapidement. » L'impasse dura ce qui semblait être des heures, mais n'était en réalité que quelques minutes. Morrison savait que l'attente ne donnait aux Allemands que le temps d'appeler des renforts. Son esprit parcourait les options, chacune se terminant par une catastrophe.
Un assaut frontal serait décimé avant qu'il n'avance de 20 mètres. La retraite signifiait des pertes certaines. La reddition signifierait des camps de prisonniers de guerre, et Morrison avait entendu assez d'histoires pour savoir que c'était un sort à éviter, si possible. C'était le soldat Bay qui rompit le silence, se déplaçant prudemment vers la position de Morrison. Son visage ne montrait aucune de la peur que Kowalski et d'autres affichaient. Au lieu de cela, il y avait une réflexion dans son expression, comme s'il résolvait un puzzle complexe. « Lieutenant, j'ai une idée », dit Bay, son anglais, portant le léger accent qui le marquait comme quelqu'un pour qui c'était une deuxième langue. « C'est peu orthodoxe, mais cela pourrait fonctionner. » Morrison le regarda, assez désespéré pour considérer n'importe quoi. Le soleil du matin brûlait les derniers vestiges du brouillard, et bientôt il serait complètement visible des positions allemandes. Le temps s'écoulait. « Parlez », dit Morrison. Bay expliqua son plan en phrases rapides et efficaces. La première réaction de Morrison était l'incrédulité. La deuxième était de reconnaître qu'il n'avait pas de meilleures options. Le plan reposait entièrement sur l'effet psychologique, sur la création d'une illusion de force, là où n'existait que la vulnérabilité. C'était audacieux, peut-être fou, et leur seule chance. « Fais-le », dit Morrison. « Nous n'avons rien à perdre. » Bay s'est déplacé vers une position où sa voix porterait vers la pente en direction des lignes allemandes. Il prit une profonde inspiration, pensant à son grand-père et aux histoires de guerriers qui avaient défendu leur terre contre des odes écrasants. Puis il a commencé. Le son qui émergea de la gorge de Bay était comme rien que les Allemands n'avaient jamais entendu dans cette guerre. C'était un cri de guerre navajo traditionnel, une vocalisation qui avait résonné à travers les canyons du désert pendant des générations, modifiée et amplifiée avec toute la puissance que ses poumons pouvaient fournir. Le cri a commencé bas et a augmenté en intensité, un appel modulé qui semblait venir de plusieurs directions à la fois, alors qu'il rebondissait sur les arbres et les rochers de la pente de la montagne. Le son montait et descendait selon des motifs qui semblaient être presque surnaturels dans leur complexité. Bay avait appris ces cris de son oncle qui les avait appris de son père, remontant à travers des générations de guerriers. Mais Bay a ajouté sa propre innovation, variant sa position toutes les quelques secondes, se déplaçant derrière les arbres et les rochers pour créer l'illusion acoustique que le son provenait de plusieurs sources. Puis, sans avertissement, il a changé de tactique. Utilisant des techniques qu'il avait développées enfant, appelant à travers de vastes distances dans le désert de l'Arizona, Bay a commencé à produire différents motifs vocaux. Chaque cri semblait provenir d'une direction différente, certains plus haut sur la pente, d'autres sur les flancs. L'acoustique naturelle du terrain boisé a amplifié et déformé les sons, créant un paysage audio qui suggérait non pas un homme, mais plusieurs. Dans les positions allemandes, l'effet était immédiat et profond. La tête de Baker s'est tournée vers le son, ses yeux écarquillés de confusion. Les cris semblaient venir de partout à la fois, suggérant que le petit peloton américain qu'ils avaient observé n'était que l'élément avant d'une force beaucoup plus importante. Weber a ressenti les premiers frémissements du doute. Il avait combattu sur la moitié de l'Europe et avait entendu tous les types de sons de combat imaginables, mais ces vocalisations étaient entièrement en dehors de son expérience. Elles semblaient suggérer des troupes indigènes, peut-être des forces américaines augmentées par des soldats coloniaux ou des unités spécialisées qu'il n'avait pas rencontrées auparavant. Plus important encore, la façon dont les sons résonnaient et se chevauchaient suggérait des nombres, du mouvement, un encerclement. « Combien y en a-t-il » demanda Baker, sa voix tendue par la tension. Weber n'a pas répondu parce qu'il ne savait pas. La confusion acoustique rendait impossible de déterminer combien d'hommes produisaient les sons. Son entraînement tactique lui disait que les forces tentant un encerclement utiliseraient un des signaux pour coordonner leurs mouvements. Ces cris étranges pourraient être exactement cela, une communication dans une langue qu'il ne pouvait pas comprendre, coordonnant un piège. Bay a continué sa performance, ajoutant maintenant des variations qui simulaient les sons d'hommes se déplaçant dans les broussailles, d'équipements étant positionnés, d'une grande force se manœuvrant pour un assaut. Il a utilisé sa connaissance de la façon dont le son se propageait à travers le terrain forestier, créant intentionnellement des échos et des réverbérations qui suggéraient des dizaines d'hommes là où il n'y en avait qu'un.
Morrison regarda avec émerveillement alors que les positions allemandes commençaient à montrer des signes de confusion. Des têtes apparurent au-dessus des retranchements, regardant non pas vers le peloton américain exposé, mais vers les flancs et l'arrière de la forêt, cherchant la source de ces sons surnaturels. L'avantage psychologique s'était déplacé en quelques minutes. Le sergent Chen reconnut ce qui se passait et agit sans avoir besoin d'ordre. Il a commencé à déplacer son escouade selon un motif qui suggérait des nombres plus importants, apparaissant brièvement dans une position, puis se relocalisant rapidement pour apparaître ailleurs. Kowalski, malgré sa peur, comprenait le jeu et jouait son rôle, se montrant à des intervalles qui suggéraient plusieurs escouades se manœuvrant simultanément. L'interprétation allemande des événements se précipitait vers la panique. Weber avait vu des encerclements auparavant, avait été pris dans un lors d'une retraite hivernale 2 ans plus tôt qui avait coûté à son unité 70% de pertes. Le souvenir de ce cauchemar était viscéral et immédiat. Ces sons, ce mouvement apparent sur les flancs et l'arrière, correspondaient au motif des forces qui avaient entouré son unité précédente. « Nous sommes encerclés !» cria un jeune soldat allemand, sa voix se cassant sous le stress. Weber fit le calcul que les commandants ont fait tout au long de l'histoire face à des odds incertains. Il avait 52 hommes dans des positions qui étaient fortes pour la défense frontale, mais vulnérables aux attaques de plusieurs directions. Si les sons indiquaient ce qu'il soupçonnait, si une plus grande force américaine se déplaçait effectivement pour les encercler, alors rester en position signifiait une capture ou une annihilation potentielle. Le choix prudent, le choix survivable, était de se retirer pendant qu'ils avaient encore une route d'évasion. « Préparez-vous à vous replier », ordonna Weber, sa voix portant l'autorité qui venait d'années de commandement, retrait contrôlé vers les positions secondaires. Les soldats allemands, dont beaucoup pensaient la même chose, n'avaient besoin d'aucun autre encouragement. Le repli a commencé avec la discipline de troupes expérimentées, mais il y avait un courant d'urgence qui suggérait à quel point l'attaque psychologique avait fonctionné. Ils se sont déplacés rapidement à travers la forêt, abandonnant des positions qui avaient pris des jours à préparer, poussés par des sons qui suggéraient une force ennemie plusieurs fois plus importante que les 42 Américains réellement présents. Bay a maintenu son assaut vocal pendant encore 5 minutes, variant les sons et les directions jusqu'à ce qu'il soit certain que le repli allemand était complet. Puis, aussi soudainement qu'il avait commencé, la forêt devint silencieuse. Morrison se leva lentement de sa position, pouvant à peine croire ce qu'il venait de témoigner. Où quelques minutes auparavant se trouvait une ligne défensive imprenable, il n'y avait maintenant que des retranchements abandonnés. Ces 42 hommes, qui avaient été à quelques instants d'une catastrophe potentielle, tenaient maintenant le terrain élevé sans avoir subi une seule perte. Chen s'approcha prudemment des positions allemandes, confirmant qu'elles étaient effectivement abandonnées. Il se tourna vers Morrison avec une expression qui mêlait le soulagement à l'incrédulité. « Ils ont tout laissé », dit Chen, faisant un geste vers les fournitures et l'équipement abandonnés. Ils étaient en mode retraite complète. Kowalski et les autres hommes ont commencé à émerger de leur position, la réalisation de leur salut impossible se faisant lentement jour sur eux. Ils avaient été sauvés non pas par une puissance de feu supérieure ou une brillance tactique, mais par l'ingéniosité d'un homme et la puissance de la psychologie acoustique. Morrison trouva Bay assis contre un arbre, reprenant son souffle après sa performance extraordinaire. La gorge du soldat était irritée par les vocalisations prolongées, mais son expression montrait une satisfaction tranquille. « C'était la chose la plus incroyable que j'ai jamais vue », dit Morrison, s'asseyant à côté de lui. « Où as-tu appris à faire cela ?» Bay sourit légèrement, pensant au pays des roches rouges de sa patrie. Il expliqua comment le son se propageait différemment dans le désert que dans les forêts, comment son peuple avait développé des méthodes de communication à travers de vastes distances, comment les cris de guerre de ses ancêtres avaient été conçus non seulement pour intimider, mais pour confondre et désorienter. Il avait adapté les connaissances anciennes à la guerre moderne en utilisant les principes acoustiques que son peuple comprenait depuis des générations. Mon grand-père disait toujours que le guerrier le plus intelligent est celui qui gagne sans créer plus de veuves. Dit Bay, sa voix mais ferme. Aujourd'hui, nous avons fait cela. L'importance tactique de ce qui s'était produit devint claire dans les heures suivantes.
La position que les Allemands avaient abandonnée était un point clé de leur ligne défensive. Sa capture sans les pertes attendues a permis aux forces américaines d'avancer à travers un secteur que le renseignement avait prédit coûterait des dizaines de vies à sécuriser. Les effets d'entraînement de cette seule tromperie acoustique du matin influenceraient la campagne pendant des semaines. La nouvelle de l'incident s'est propagée à travers les unités américaines de la région, bien que l'histoire soit devenue de plus en plus embellie à chaque retelling. Certaines versions prétendèrent que Bay avait à lui seul chassé 100 soldats allemands. D'autres suggéraient qu'il avait utilisé des pouvoirs surnaturels. La vérité était assez remarquable sans embellissement, mais Morrison comprenait pourquoi l'histoire avait capturé l'imagination des troupes qui trop souvent faisaient face à des odds écrasants. Pour les forces allemandes qui s'étaient repliées, l'expérience restait une source de confusion et d'embarras. Weber a déposé un rapport décrivant l'engagement, honnêtement, notant qu'il s'était retiré face à ce qui semblait être une force plus importante tentant un encerclement. Ses supérieurs, manquant de toute compréhension des vocalisations navajo ou de la psychologie acoustique, ont accepté le rapport au pied de la lettre. L'incident est devenu une note de bas de page dans les évaluations tactiques allemandes, un autre exemple de forces américaines employant des tactiques inattendues. Baker, le jeune soldat allemand, survivrait à la guerre et immigrerait plus tard en Amérique en 1952. Quand il apprit finalement la vérité sur ce qui s'était passé ce matin d'octobre, que les sons qui avaient dit pousser son unité à la retraite provenaient d'un seul soldat navajo, utilisant des vocalisations traditionnelles, sa réaction fut celle du respect professionnel. Il avait fait partie de forces militaires qui se vantaient de discipline et de sophistication tactique, mais ils avaient été complètement surpassés par des connaissances bien plus anciennes que la guerre moderne. Les implications plus larges de l'improvisation de Bay n'ont pas échappé aux renseignements militaires. Tandis que les célèbres code talkers Navajo utilisaient alors langue pour les communications radio sécurisées dans le théâtre du Pacifique, Bay avait démontré une autre application des connaissances indigènes à la guerre moderne. Son utilisation des cris de guerre traditionnels et des techniques acoustiques a montré comment la sagesse ancienne pouvait compléter la technologie militaire contemporaine. Morrison a soumis BA pour reconnaissance, bien que la nature de la réussite l'ait rendu difficile à catégoriser selon les termes militaires traditionnels. Comment écrit-on une citation pour la guerre psychologique menée entièrement par une performance vocale ? La citation finalement déposée décrivait une initiative exceptionnelle et du courage face à des forces ennemies supérieures, ce qui était exact, mais capturait à peine la créativité et les connaissances culturelles qui avaient rendu le moment possible. Pour le soldat Bay lui-même, l'incident était à la fois validant et amer. Il avait grandi dans un pays qui avait systématiquement tenté d'effacer sa langue et sa culture. Il avait fréquenté des pensionnats où parler le navajo était puni, où lui et d'autres enfants autochtones on disait que leur héritage était primitif et sans valeur. Pourtant, ici dans les forêts de France, cette même culture supposément primitive avait fourni les connaissances qui ont sauvé 42 vies américaines et réalisé un objectif tactique jugé impossible par la sagesse militaire conventionnelle. La guerre a continué pendant encore 7 mois après ce matin d'octobre. Bay a participé à la poussée à travers le Rhin et en Allemagne proprement dite, servant avec distinction tout au long. Il a survécu à la guerre et est retourné en Arizona en 1946 où il a vécu tranquillement, parlant rarement de ses expériences. Le matin dramatique dans les montagnes des Vosges est devenu l'une des nombreuses histoires qu'il gardait pour lui, les partageant seulement avec la famille et les amis proches. Le lieutenant Morrison est retourné en Pennsylvanie et a repris l'enseignement. Mais il n'a jamais oublié la leçon que Bay lui avait enseignée sur les diverses formes que l'intelligence peut prendre. Dans sa classe, il a fait un point d'insister sur le fait que les solutions aux problèmes viennent souvent de sources inattendues, que les connaissances culturelles représentent une forme d'expertise aussi précieuse que n'importe quel entraînement technique. Il est resté en contact avec Bay par des lettres occasionnelles. L'amitié gaie formée dans les moments de crise qui transcendaient les différences de l'avance de leurs origines.
Le sergent Chen est retourné à San Francisco et a ouvert un petit restaurant où il est devenu connu pour raconter des histoires de la guerre à quiconque voulait l'écouter. Son histoire préférée était toujours celle du matin où une seule voix a chassé 52 soldats bien retranchés. Un conte qu'il a raconté avec une appréciation croissante de son improbabilité à chaque fois qu'il l'a raconté. Kowalski était retourné à Détroit et a pris un emploi dans la même usine où son père avait travaillé. Il a épousé son ami d'enfance et a élevé 4 enfants, à qui il a raconté des versions modifiées de ses expériences de guerre. Mais il a peut-être toujours souligné l'histoire de Bay et le cri de guerre, l'utilisant pour enseigner à ses enfants que le courage venait sous de nombreuses formes et que les armes les plus puissantes étaient parfois celles que vous ne pouviez pas voir ou toucher. Le dossier historique de ce jour existe principalement dans les rapports d'unité et les mémoires personnelles. Le rapport d'après-action de Morrison déposé avec la brièveté militaire typique notait la capture d'une position stratégique sans perte par des méthodes tactiques peu orthodoxes. Le rapport allemand de l'unité de Weber décrivait le retrait d'une position sous la menace apparente d'un encerclement par une force numériquement supérieure. Aucun document ne capturait la nature extraordinaire de ce qui s'était réellement produit. Des décennies plus tard, les historiens militaires étudiant la campagne rencontreraient occasionnellement des références à l'incident et se demanderaient sur la discordance entre la force allemande et l'unité américaine qui les avait déplacés. Sans comprendre la tromperie acoustique impliquée, l'engagement semblait anormal, l'une de ces anomalies statistiques qui apparaissent dans chaque guerre. Seuls ceux qui étaient présents comprenaient l'histoire complète, et beaucoup d'entre eux n'en ont jamais parlé en détail. L'incident dans les montagnes des Vosges représente quelque chose de profond sur la nature de la guerre et de l'ingéniosité humaine. Tout au long de l'histoire, les forces militaires ont cherché des avantages par la technologie, l'entraînement et la supériorité numérique. Pourtant, encore et encore, la créativité individuelle et les connaissances culturelles se sont avérées capables de surmonter les avantages conventionnels. L'improvisation de le même gouvernement qui avait tenté de supprimer les langues et les cultures des Amérindiens pendant des générations bénéficiait simultanément des capacités uniques que ces cultures fournissaient. Les décodeurs de code Navajo dans le Pacifique créaient un code inviolable en utilisant une langue que les écoles américaines avaient tenté d'éliminer. Bay en Europe utilisait des vocalisations traditionnelles pour atteindre des objectifs tactiques. L'ironie n'a pas échappé aux Amérindiens qui ont servi. Les aspects psychologiques de l'encounter révèlent des vérités fondamentales sur la perception humaine et la prise de décision sous stress. Weber était un commandant expérimenté qui avait survécu à des années de combat grâce à un jugement sain. Pourtant, face à des informations acoustiques qui suggéraient un schéma de menace qu'il reconnaissait, sa réponse rationnelle était de se retirer. Le cerveau humain est câblé pour reconnaître les schémas et réagir aux dangers perçus. Et Biga avait compris cela à un niveau intuitif. Il a créé non seulement un son, mais un récit de menace que l'expérience de Weber a interprété comme authentique. Les 42 soldats américains qui ont été témoins de ce matin-là ont porté le souvenir pour le reste de leur vie. Pour beaucoup, cela devint un moment déterminant, la preuve que la créativité humaine et le courage pouvaient surmonter des obstacles apparemment impossibles dans les réunions et la correspondance au cours des décennies suivantes. Ils reviendraient à cette histoire, s'émerveillant de la proximité avec laquelle ils avaient frôlé le désastre, et comment l'initiative d'un homme avait transformé leur destin. La leçon plus large s'étend au-delà de l'histoire militaire dans le domaine de la préservation culturelle et du respect. La capacité de BA à sauver ses vies provenait directement de connaissances que les politiques éducatives et sociales américaines avaient tenté d'effacer. Les enseignements de son grand-père sur les cris de guerre et la communication acoustique transmise par la tradition orale à travers les générations se sont avérés plus tactiquement précieux à ce moment-là que n'importe quelle arme ou technologie que l'armée américaine avait développée. Cela constitue un argument puissant en faveur de la préservation des connaissances non traditionnelles et de la diversité culturelle. Pour les soldats allemands qui se sont retirés ce jour-là, l'expérience devint l'une de ces histoires de guerre qui semblaient presque impossibles à croire. Beaucoup d'entre eux, dans les années d'après-guerre, ont eu du mal à s'expliquer comment ils avaient abandonné une position aussi forte.
Sans le contexte pour comprendre ce qui s'était réellement passé, il ne leur restait que le souvenir de Sands qui avait semblé promettre un encerclement et une catastrophe potentielle. Certains ont porté un sentiment de honte concernant le retrait, ne comprenant pas qu'ils avaient été les cibles d'une guerre psychologique si innovante qu'aucune doctrine militaire de l'époque ne l'abordait. Le succès tactique réalisé ce matin-là avait des implications stratégiques qui s'étendaient panatode bien au-delà de la capture immédiate de cette position. La ligne défensive allemande dans ce secteur était ancrée sur les positions occupées par l'unité de Weber. Leur retrait a créé une brèche que les forces américaines ont exploitée au cours des jours suivants, menant à un effondrement plus large des positions allemandes dans la région. Une seule tromperie acoustique du matin a contribué aux succès opérationnels qui ont affecté des milliers de soldats et accéléré l'avancée alliée de jours ou possiblement de semaines. Ce qui rend cette histoire particulièrement puissante, c'est son illustration de la façon dont l'agentivité individuelle peut influencer les événements à grande échelle. L'histoire militaire tend à se concentrer sur les généraux, les grandes batailles et les décisions stratégiques prises à des niveaux élevés. Pourtant, voici un soldat de deuxième classe, un homme au niveau le plus bas de la hiérarchie militaire, dont la réflexion rapide et les connaissances culturelles ont altéré le cours d'une campagne. Cela nous rappelle que l'histoire est façonnée non seulement par les dirigeants, mais par d'innombrables décisions individuelles prises par des personnes dont les noms n'apparaissent rarement dans les livres d'histoire. L'histoire de Thomas B et du cri de guerre qui a mis en déroute 52 soldats allemands concerne en fin de compte la valeur de la diversité sous toutes ses formes. Il s'agit de la façon dont les différents contextes culturels, les langues et les traditions représentent non seulement un patrimoine à préserver, mais des connaissances pratiques qui peuvent être appliquées à la résolution de problèmes contemporains. Il s'agit de la façon dont les solutions les plus efficaces proviennent parfois des sources les plus inattendues, et comment les préjugés et l'effacement culturel représentent non seulement des échecs moraux, mais des pertes pratiques de connaissances potentiellement précieuses. Dans la vaste tapisserie des histoires de la Deuxième Guerre mondiale, la plupart se concentrent sur les batailles massives, les percées technologiques ou les décisions stratégiques qui ont affecté des millions de personnes. Cette histoire fonctionne à une échelle différente, mais n'en est pas moins significative. Elle montre comment une personne, s'appuyant sur les connaissances ancestrales et le courage personnel, pourrait transformer une situation désespérée en une victoire qui a sauvé des vies et influencé la campagne plus large. Elle nous rappelle que l'histoire est faite non seulement par les célèbres et les puissants, mais par des individus qui, dans les moments de crise, puisent dans toutes les ressources disponibles, y compris celles que d'autres pourraient considérer comme non pertinentes ou dépassées. Thomas B est retourné à la nation Navajo après la guerre et a vécu jusqu'à ses 80 ans, décédant en 2004. À ses funérailles, des vétérans âgés de son ancienne unité ont voyagé en Arizona pour lui rendre hommage. Des hommes qui le créditaient d'avoir sauvé leur vie ce matin-là d'octobre brumeux. Ils ont partagé des histoires avec ses petits-enfants, assurant que le conte du cri de guerre serait transmis à une autre génération, faisant partie d'une tradition orale continue qui avait rendu le moment possible en premier lieu. Et cela conclut notre histoire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, veuillez partager vos pensées dans les commentaires. Quelle partie de ce récit historique vous a le plus surpris ? N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires méconnues de la Deuxième Guerre mondiale et consultez la vidéo à l'écran pour un autre conte incroyable de l'histoire.